essayer en 10 minutes, hein, je pense que c'était le gros défi pour tout le monde aujourd'hui, de vous parler de cette problématique et de l'accompagnement des violences conjugales, mais aussi des personnes qui ont un parcours de sans-abrisme dans le sens, comme on vient de l'expliquer précédemment, c'est-à-dire pas uniquement les personnes qui sont à la rue, mais toutes les autres catégories aussi de personnes qui peuvent être considérées comme sans-abri. On va vraiment essayer aujourd'hui de pointer, pas de définir ces notions. Je pense que les uns et les autres aujourd'hui, on connaît les définitions, on connaît l'historique des combats et des avancées autour de ces matières. Mais par contre, on va vraiment essayer d'aborder et de pointer les impacts de cette problématique et les ressources pour y faire face, aussi bien pour les bénéficiaires que pour les travailleurs qui, eux aussi, ont besoin de ces ressources pour affronter ces différentes problématiques. Donc, on va vraiment aborder ça dans l'ensemble parce que, comme Coralie le disait, le travailleur social est son propre outil au quotidien et donc il y a vraiment une réelle importance à en prendre soin pour que ça se répercute après sur la qualité des interventions avec les bénéficiaires. Et donc, on sait très bien que la violence intrafamiliale et conjugale expose de manière systématique les femmes et les enfants, en fait, au sans-abrisme, parce que la spécificité de cette problématique, c'est que les victimes vont se sentir sans abri dans leur logement. Et donc, pour échapper à ces violences, elles vont essayer de trouver d'autres solutions à l'extérieur, des solutions parfois en urgence, des solutions qui ne tiennent pas toujours la route, et donc se retrouver à la rue ou dans des services d'urgence, dans des services dans les hôpitaux par exemple, ou chez des amis, et donc par conséquent être sans abri d'office. Et on sait aussi que la violence conjugale et intrafamiliale est universelle, elle touche tous les milieux socio-économiques, mais le public qui fait appel à des maisons d'accueil spécifiques sera composé par, comme on l'a dit, des personnes avec un réseau très limité ou sans réseau du tout, des personnes qui ont déjà expérimenté dans leur parcours de vie plusieurs expériences de violence conjugale ou intrafamiliale. Pour la plupart de ces personnes-là, ces expériences de violence sont présentes déjà dans l'enfance. Une autre partie des personnes qui vont faire appel aux maisons d'accueil spécifiques est composée de femmes avec un parcours migratoire, parfois chaotique, mais aussi, en gros, alors on comprend que c'est un public très fragilisé à de multiples niveaux. Alors, dans ces interventions, on va essayer ici, en quelques minutes évidemment, de pointer vraiment les points d'attention à avoir quand on travaille avec ce type de public. Comme on le sait, la violence conjugale, la dynamique de la violence conjugale se construit sur des stratégies de domination telles que l'isolement, le contrôle, l'humiliation, le rabaissement, et puis évidemment toutes les violences physiques qui peuvent exister, qu'elles soient dirigées contre la personne elle-même, contre des animaux, contre des objets ou avec des objets. Donc il y a vraiment un tas de stratégies qui sont mises en place pour avoir cette position dominante. Et donc, nous, on va vraiment essayer de travailler en tenant compte de ça. Parce que pour qu'elles fonctionnent, ces stratégies, l'auteur de violence, il va utiliser des postures, il va utiliser des paroles, il va utiliser des comportements qui vont être très déstabilisants et qui vont être très contradictoires. Donc, forcément, ça va amener chez la personne un sentiment de doute, un sentiment de question, un sentiment de culpabilité parfois, un sentiment de honte. Parfois aussi, il y a de l'espoir qui réapparaît dans cette relation. Et donc, il y a vraiment, au final, quelque chose de la forme de l'ambivalence. C'est vraiment quelque chose qui est très typique des personnes qui sont victimes de violences conjugales, c'est qu'il y a vraiment une forme d'ambivalence où on a des sentiments positifs, mais à la fois des sentiments négatifs. On déteste la personne qui nous a fait autant de mal et en même temps, on a encore une accroche, une attirance par rapport à elle. Et donc, on doit tenir compte de ça, on doit pouvoir travailler avec ces deux versants. Et donc, on va vraiment essayer de toujours garder à l'esprit qu'on doit essayer d'amener dans la relation le contraire de ce qui existait dans cette relation dominant-dominé. Pour ça, on va se baser sur 5 valeurs fondamentales qui sont la sécurité, le choix, la fiabilité, la collaboration et l'autonomisation. En quelques mots, en fait, pour vous expliquer, la sécurité, ça semble couler de source. Coralie en parlait tout à l'heure et on le voyait aussi dans la capsule vidéo, l'importance d'avoir un lieu accueillant, l'importance de pouvoir donner de la sécurité aux personnes qu'on accueille, mais aussi bien de la sécurité physique que de la sécurité émotionnelle, pour justement venir contrecarrer ce qui existait dans le passé.
La deuxième valeur fondamentale, donc c'est la fiabilité. Là, ça va plutôt être de donner un maximum d'informations à ces personnes, d'explications sur les dynamiques de violence, sur les stratégies de domination utilisées par l'auteur, d'une part, mais aussi sur les stratégies de protection qu'elles ont dû mettre en place de manière consciente ou inconsciente, mais c'est aussi montrer qu'elles ont, elles aussi, mis des choses en place pour se protéger dans cette relation. Et c'est important vraiment d'amener ça pour qu'elles comprennent mieux, qu'elles puissent mieux se positionner et pour vraiment permettre un accompagnement plus cohérent avec elles. Ensuite, il y a la notion de choix. Clairement, la notion de choix, c'est important de leur redonner ce pouvoir de choisir, de décider dans leur vie. Ce sont elles les expertes de leur vie. Et donc, c'est vraiment important qu'on puisse s'appuyer sur leurs compétences individuelles pour les amener à décider. Donc, à décider pour elles vraiment ce qui semble être le mieux, comme on le disait tout à l'heure aussi, en respectant le rythme de la personne, en respectant sa vision du monde, en respectant tout ce qui fait qui elle est. Et donc, c'est vraiment elle qui doit pouvoir se réapproprier ce choix à un moment donné. Ensuite, il y a la question de la collaboration. Forcément, on va travailler avec la personne et pas pour la personne. Ça aussi, des fois, en tant qu'intervenant, ça peut être difficile parce que des fois, par gain de temps ou par facilité, on voudrait faire les choses pour aller plus vite à leur place. Ici, c'est vraiment de dire non, c'est elle, c'est vraiment important de co-construire sur base de son avis, sur base de ses commentaires, sur base de ses connaissances à elle. C'est vraiment co-construire l'intervention qui va être mise en place pour travailler avec elle. Et puis alors, la dernière valeur qui était celle de l'autonomisation, là, je pense que tout le monde voit très bien de quoi on peut parler, c'est qu'on va vraiment essayer d'aller appuyer sur les notions d'empowerment, d'aller chercher les compétences de la personne, de l'aider vraiment, elle, à reprendre du pouvoir sur sa vie, sur sa propre vie, mais aussi, comme on l'a dit plus tôt, le fait d'aller vers l'extérieur, qu'on ne devienne pas complètement indispensable pour cette personne, mais qu'elle puisse aussi trouver des relais dans d'autres services, qu'elle puisse aller vers d'autres services et aussi retourner peut-être réouvrir son réseau primaire. Donc, c'est vraiment important de garder ces 5 valeurs en tête pour prendre un peu de recul et pour redonner la place à la personne qu'on accompagne. Oui, et pour avoir cette intervention, on pourrait se dire qu'il faut être un superman ou une superwoman, en fait, finalement. Mais on sait qu'en tant que travailleur social, la charge de travail, être au quotidien avec des personnes qui sont impactées à la fois au niveau psychologique et physique, être dans l'urgence tout le temps, ça impacte l'intervenant aussi. Et ça affecte la qualité de son travail, la qualité du lien que l'intervenant pourrait avoir avec les personnes. C'est important alors que l'employeur tienne compte de cela et offre un environnement de travail adéquat. Il s'agit, dans un premier temps et surtout, de reconnaître les exigences émotionnelles d'un travail avec des personnes qui ont des traumatismes complexes et réfléchir à la manière de diminuer les impacts. Autant on va diminuer les impacts chez les victimes, autant l'employeur et les pouvoirs politiques, je pense, doivent réfléchir à comment diminuer les impacts sur les travailleurs, sur les intervenants, qui sont au quotidien avec les personnes impactées elles-mêmes. On sait aujourd'hui qu'on peut souffrir du traumatisme d'une autre personne qu'on entend ou avec qui on travaille. Et donc, tenir compte de cela est important. Valoriser les compétences, les implications, les rôles des travailleurs. Mettre en place des moments et des espaces qui permettent de débriefer, d'échanger sur des situations complexes, sur des crises, des moments de crise, sur des interventions de nuit parfois qui sont souvent très compliquées dans certaines maisons d'accueil. Et donc, c'est intéressant d'avoir des espaces pour pouvoir parler de cela. Pour ça, il faut avoir une culture de service qui incite les intervenants eux-mêmes à pouvoir parler ouvertement de la charge émotionnelle et de l'impact sur leur état émotionnel. Pour ça, c'est un travail qui concerne à la fois l'employeur, mais aussi une implication de l'intervenant lui-même. On peut se dire que ça paraît de source, ça coule de source de prendre soin de l'intervenant, de prendre conscience de cette charge, mais ça ne va pas de soi. Les espaces de travail aussi, dans les milieux sociaux, dans les maisons d'hébergement, sont souvent des espaces parfois exigus, parfois dont on ne tient pas compte, mais travailler dans un lieu, un espace, un environnement physique qui n'est pas adéquat a un impact aussi sur le travailleur et ça fait partie de comment prendre en charge, comment prendre soin des besoins des travailleurs. On aurait voulu vous développer le concept de la pratique réflexive, mais
Avec le timing, ça va être juste, mais je vous encourage vraiment à vous renseigner. En fait, c'est un concept qui invite vraiment l'intervenant à toujours être en questionnement sur ses pratiques et à toujours essayer d'amener une amélioration qualitative dans ses interventions, en tenant compte qu'il fait partie vraiment de la dynamique qui se joue. Juste un petit exemple, on a une crise dans une maison d'accueil, plutôt que de se dire tiens, il y a elle contre elle, et c'est de se questionner moi en tant qu'intervenant, est-ce que j'ai ma part à jouer, est-ce que ce que j'ai dit, est-ce que j'ai fait à un moment donné, est-ce que mes paroles, est-ce que les hypothèses que j'ai pu émettre ont pu à un moment donné créer ça. Et donc c'est vraiment se mettre comme étant partie prenante de la dynamique qui se joue. Ici, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, s'il y en a qui ont de l'intérêt, ça s'appelle la pratique réflexive et ça peut être vraiment intéressant d'aller se documenter sur ce concept. Voilà, dans cette notion de prendre soin, prendre soin, en fait, autant aussi bien des bénéficiaires que des intervenants, le réseau, évidemment, a toute son importance. Il a une réelle plus-value et en violence conjugale, sortir du cloisonnement, sortir de l'isolement, sortir du huis clos, c'est un outil en soi. Et donc, ça a du sens aussi bien avec les victimes qu'avec les travailleurs. Le réseau permet de développer une intelligence et des compétences collectives qui vont répondre aux impacts complexes de la violence conjugale ou des violences liées, les violences de genre qui sont un pendant du sans-abrisme. Et quand on parle du réseau, on parle bien évidemment, dans un premier temps, vraiment tout près de ses propres collègues, à l'image aussi de notre intervention aujourd'hui, c'est de co-construire, de travailler ensemble, de se soutenir, mais aussi les autres maisons d'hébergement, les services sociaux. Mais on a tendance à oublier que les autres services aussi, les autres organismes, par exemple les organismes de paiement, de logement, de formation, évidemment, les pouvoirs publics, tout le monde a sa place à jouer, tout le monde pour pouvoir amener les personnes victimes à reprendre du pouvoir sur leur vie. Il n'y a pas que les services sociaux. Nous sommes tous responsables, aussi bien les citoyens, mais aussi les services collectifs. Et c'est comme ça qu'on sortira à la fois du sans-abrisme et qu'on arrivera à répondre aux besoins des personnes victimes. Deux mots sur le contexte sanitaire de cette année, mais je pense que ça a été déjà dit dans l'introduction, donc on ne va pas du tout s'étendre là-dessus. Comme on le sait, ça a été impactant pour toutes les maisons d'accueil. Il est vrai qu'en travaillant avec les personnes victimes de violences conjugales, on a vraiment senti une énorme augmentation, que ce soit au niveau des appels pour de l'écoute et du soutien, mais aussi au niveau des demandes d'hébergement, au niveau des demandes de soutien du réseau primaire et secondaire, de personnes qui se retrouvaient à avoir accueilli quelqu'un qui a dû quitter le domicile. Donc on a vraiment eu une réelle augmentation et on a dû se réajuster comme tout le monde, comme toute la Belgique, je pense d'ailleurs, au jour le jour, semaine par semaine, en fonction des normes, en fonction des demandes et en fonction de nos moyens. Donc ça a mis les équipes à rude épreuve. On a dû développer des stratégies au quotidien parce que forcément, le fait d'être confiné a fait que certaines victimes n'ont plus pu mettre en place justement leur stratégie de protection et donc se sont retrouvées exposées à la violence sans pouvoir trouver d'autres solutions que celle de partir. Donc ça, je pense que ça a été surmédiatisé, donc on ne va pas s'étendre là-dessus. Alors, on a dépassé notre temps de travail, mais on ne peut pas terminer sans parler de quelques vigilances à avoir quand on travaille dans une maison spécifique violence conjugale. Il est vraiment important de se positionner contre la violence en tant qu'intervenant, en tant qu'association, afin de sortir de la neutralité bienveillante, mais avoir la vigilance aussi de ne pas tomber dans la volonté de sauver à tout prix à la fois les victimes, à la fois les auteurs. Et quand on parle de victimes, évidemment, on comprend les enfants. Ce qui est important aussi, c'est de sortir de la relation dominant-dominé, parce que l'auteur impose cette relation, et en tant que travailleurs, nous devons être des référents, nous sommes des référents aussi bien pour les enfants que pour les autres, et donc il est important de sortir des relations de pouvoir et tendre vers des relations d'égal à égal. Et si on n'existait pas? Et si on n'existait pas, c'est vrai qu'on n'aurait pas cette spécificité d'accompagnement qui est vraiment importante pour les femmes et les enfants qui ont été victimes de violences. Et donc, on ne pourrait pas amener ces points d'attention et cette bienveillance, cette sécurité qui est vraiment nécessaire à ce public. Donc, avec du coup un risque de retour au domicile peut-être plus rapide, avec un risque de
d'une qualité qui ne serait pas la même, étant donné l'expérience au sein d'une maison comme la nôtre, où il y a aussi une équipe enfants qui est spécialisée dans l'accompagnement des enfants victimes. Donc, l'importance de maisons d'accueil spécifiques, tout aussi importante que les maisons d'accueil généralistes. On n'est pas là pour défendre les nôtres. Peut-être juste un risque de généraliser une intervention qui se doit d'être spécifique, du coup, et de surcharger les maisons d'accueil généralistes. Merci. Merci à tous.